La place des ordures est avec les ordures. Mon père a annoncé cette phrase au micro, en agitant le vieux livret d'épargne jauni que mon grand-père venait de me glisser secrètement. Il ne s'est pas contenté de s'en moquer. Il a laissé tomber le carnet directement dans un seau à glace rempli d'eau et de champagne. Alors que la foule rugissait de rire, je n'ai pas crié. J'ai plongé ma main dans l'eau glacée, ruinant ma robe de mariée pour sauver ces pages trempées, et je suis parti sans un regard en arrière. Avant de vous révéler le secret caché dans ces pages détrempées et comment je l'ai utilisé pour détruire le faux empire de mon père, dites-moi dans les commentaires, quelle est la chose la plus cruelle qu'un membre de votre famille vous ait faite lors d'une fête? Je lirai chaque histoire. 3 jours plus tard, je suis entré dans le hall d'une grande banque privée du 8e arrondissement de Paris. Le lobby n'était que marbre et chuchotements feutrés, un contraste saisissant avec le chaos que j'avais laissé derrière moi à Deauville. Je tenais le livret d'épargne dans un sac de congélation en plastique. Les pages étaient froissées et tachées de résidus de champagne, ressemblant exactement aux ordures que mon père avait décrites. Je m'appelle Camille et à 29 ans, j'ai passé ma vie à me rendre invisible. En tant qu'infirmière aux urgences, je suis doué pour ça. Je sais comment me fondre dans le décor pendant que les médecins hurlaient que les patients saignent. Je sais garder des secrets. Mais là, debout dans mon manteau acheté en friperie, attendant que la jeune guichetière arrête de taper à son clavier, je me sentais exposé. J'ai besoin de vérifier le solde de ceci, ai-je dit en glissant le sac sur le comptoir poli. C'était un cadeau. La guichetière, une fille de pas plus de 20 ans, l'a saisie du bout des doigts, le nez légèrement froncé. Elle a tapé le numéro de compte, s'attendant probablement à un message d'erreur ou à un solde nul. Puis elle s'est figée. Ses doigts sont restés en suspens au-dessus des touches. Elle a cligné des yeux, s'est penchée vers l'écran, et la couleur a quitté son visage. Madame, a-t-elle chuchoté, la voix tremblante. S'il vous plaît, attendez ici. Ne partez pas, elle n'a pas appuyé sur une alarme silencieuse, mais c'était tout comme. En quelques secondes, le directeur de l'agence et un homme en costume sur mesure, le directeur régional, se précipitaient vers moi. Ils ne regardaient pas mon manteau bon marché. Ils me regardaient comme si j'étais une reine en exil. Mademoiselle de la Tour, a dit le directeur en me guidant vers une lourde porte blindée à l'arrière. S'il vous plaît, nous attendons que ce compte soit réclamé depuis très longtemps. Ils m'ont conduite dans un salon privé qui sentait le vieux papier et la poussière. Pendant qu'ils allaient récupérer le dossier, je me suis assise dans le fauteuil en cuir et j'ai fermé les yeux. Soudain, je n'étais plus dans le coffre d'une banque. J'avais de nouveau 12 ans. À genoux sur le parquet du bureau de mon père, Charles-Henri était assis dans son fauteuil, faisant tourner un verre de whisky, m'observant. Il l'avait renversé exprès. Je savais qu'il l'avait fait, mais la règle était simple, les filles nettoient, les garçons conquièrent. Arthur était sur le canapé, riant devant un jeu vidéo, ses pieds posés sur la table que je venais de cirer. Tu as raté une tâche, Camille, a dit Charles-Henri doucement. Il ne criait pas. Il préférait un public pour sa cruauté. Il aimait voir la lumière s'éteindre dans mes yeux. C'était son théâtre. Quand grand-père Louis a essayé de m'aider à me relever, la voix de Charles-Henri a claqué comme un fouet. Touche à ce chiffon, le vieux, et je te mets dans un hospice public si vite que tu n'auras même pas le temps d'emballer tes pilules. J'ai frotté jusqu'à ce que mes articulations saignent ce jour-là. J'ai frotté parce que je croyais que je n'avais aucune valeur en dehors de ce que je pouvais endurer. Le bruit lourd de la porte du coffre m'a ramené à la réalité. J'ai ouvert les yeux. Je n'étais plus cette fille de 12 ans. J'étais la femme qui tenait l'allumette. Le directeur a posé un dossier épais sur la table. Votre grand-père n'a pas seulement ouvert un compte d'épargne, mademoiselle de la Tour. En 1982, il a créé un fonds de placement bloqué. Il a été l'un des premiers investisseurs dans Apple et Microsoft. Il a réinjecté chaque dividende dans le portefeuille sans y toucher pendant 40 ans. Il a tourné le document vers moi. La valeur actuelle du fonds, légalement payable à vous seul suite à son décès, est de 12 400 000 €. Le chiffre était là, sur la page, noir et absolu. 12 400 000 €. Je l'ai fixé. J'ai pensé au seau à champagne. J'ai pensé à Charles-Henri riant dans le micro, traitant cette fortune d'ordure. Il avait tenu 12 millions d'euros dans sa main et les avait jetés parce qu'il était trop arrogant pour regarder à l'intérieur de la couverture. A-t-il quelqu'un d'autre sur le compte, ai-je demandé, ma voix calme.
clinique. Non, a dit le directeur. Juste vous. C'est entièrement à vous. J'ai touché le vieux livret séché et abîmé. Ce n'était pas juste de l'argent. C'était une arme. Et pour la première fois de ma vie, je savais exactement où la pointeur. Mon mari, Lucas, n'a pas levé les yeux quand j'ai franchi la porte. Il était voûté sur son ordinateur portable sur l'îlot de la cuisine, entouré d'une forteresse de feuilles de calcul imprimées. L'air dans notre petit appartement parisien semblait électrique, chargé de la tension de quelque chose sur le point de rompre. Lucas n'est pas juste un analyste de données. C'est un architecte forensique des secrets. Il trouve les fissures dans les fondations que personne d'autre ne voit. Ce n'est pas un empire, Camille, a-t-il dit, tournant enfin l'écran vers moi. Sa voix était plate, dénuée d'émotion. C'est une pyramide de Ponzi construite sur de la cavalerie financière et de l'ego. J'ai regardé le moniteur. Je m'attendais à voir de la richesse. Je m'attendais à voir les millions dont Charles-Henri se vantait à chaque gala de charité et dîner de famille. Au lieu de cela, j'ai vu du rouge. Il est insolvable, a dit Lucas en tapotant un document. La procédure de saisie pour le manoir de Deauville a commencé il y a 3 semaines. Le trust familial qu'il prétend gérer est vide. Il déplace les mêmes 50 000 € entre 6 sociétés écrans différentes pour faire croire qu'il a des liquidités. Et voici le coup de grâce, il subit un contrôle fiscal. Le fisc lui a envoyé un avis de redressement le mois dernier. Je fixais les chiffres. L'homme qui avait jeté l'héritage de mon grand-père dans un seau à champagne n'était pas un titan de l'industrie. C'était un homme qui se noyait, se débattant dans un océan de dettes. Il ne voulait pas simplement de l'argent. Il en avait besoin pour éviter la prison. Mon téléphone a sonné. C'était lui. J'ai mis le haut-parleur. Lucas a arrêté de taper. Camille. La voix de Charles-Henri a rempli la cuisine. Il n'y avait aucune excuse, aucune hésitation, juste l'assurance effrontée d'un homme qui croyait encore posséder le monde. Je pensais à cette bicoque que ton grand-père t'a laissée. Le pavillon en Normandie. Qu'est-ce qu'il a, ai-je demandé. Ma main reposait sur la table pour calmer mon tremblement, mais ma voix était de glace. Je vais te faire une faveur, a-t-il dit. J'ai parlé à mon avocat immobilier. On peut le liquider rapidement. Je m'occuperai de la vente, je t'obtiendrai un prix juste au marché, et j'investirai les bénéfices dans l'entreprise familiale pour que tu aies un vrai retour sur investissement. Tu es infirmière, ma chérie. Tu ne connais rien aux taxes foncières ou à l'entretien. J'essaie de t'épargner un mal de tête. Il voulait le pavillon. C'était la seule chose tangible que Louis m'avait laissée à part le livret. Il valait peut-être 300 000 €. Des cacahuètes pour un milliardaire, mais une bouée de sauvetage pour un escroc désespéré. Je ne vends pas, papa, ai-je dit. La ligne est devenue silencieuse. Puis le masque est tombé. Écoute-moi bien, a-t-il grondé, sa voix descendant d'une octave. Ce vieil homme était mentalement incompétent quand il a signé cet acte. J'ai des témoins prêts à certifier que tu as manipulé un gériatrique sénile pour qu'il te cède des biens familiaux. Si tu ne signes pas les papiers de transfert d'ici vendredi, je te poursuivrai pour abus de faiblesse. Je te traînerai devant les tribunaux jusqu'à ce que tu sois en faillite personnelle. Tu me comprends? Tu n'es pas de taille, Camille. Il ne me protégeait pas. Il chassait des liquidités. N'importe quel actif qu'il pouvait saisir, vendre et injecter dans son trou noir de dette. Je comprends parfaitement, ai-je dit. Bien. Je t'envoie les papiers. La ligne a coupé. J'ai regardé Lucas. Il n'avait pas peur. Il souriait, un sourire froid et tranchant qui correspondait au sentiment qui montait dans ma poitrine. Charles-Henri pensait intimider une fille impuissante. Il ne savait pas qu'il venait de nous donner le plan de sa propre destruction. Il était désespéré, et les hommes désespérés commettent des erreurs. J'ai attendu 24 heures avant de le rappeler. Le silence est un amplificateur puissant. Il laisse le désespoir se multiplier. Lucas et moi avons passé cette journée non pas dans la panique, mais dans la préparation. Nous n'avons pas engagé d'avocat pour contester la vente du pavillon. Nous avons engagé un graphiste pour falsifier un portefeuille de documents d'investissement. Quand j'ai finalement composé le numéro de Charles-Henri, j'ai livré la performance de ma vie. Je n'ai pas invoqué la femme confiante qui était sortie du coffre de la banque.
J'ai invoqué la fille de 12 ans terrifiée de renverser du whisky. Papa, ai-je chuchoté quand il a décroché. J'ai laissé ma voix trembler. Je suis désolé d'avoir raccroché. Je ne savais pas quoi dire. Tu devrais être désolé, a-t-il claqué. Mais le tranchant était émoussé. Il écoutait. Ce n'est pas juste le pavillon, ai-je dit, ajustant ma voix sur la fréquence parfaite de la panique naïve. Je suis allé à la banque, pour le livret. Il n'était pas vide. La ligne est devenue morte de silence. Je pouvais pratiquement l'entendre faire le calcul mental. Combien, a-t-il demandé. L'avidité suintait à travers le téléphone comme du pétrole. 12 millions, ai-je balbutié. C'était l'appât parfait. Je lui ai servi exactement ce qu'il croyait à mon sujet, que j'étais faible, stupide et incapable de gérer le pouvoir. Et je lui ai servi exactement ce dont il avait besoin, une injection massive de liquidité pour couvrir ses propres crimes. Écoute-moi très attentivement, Camille, a-t-il dit. Sa voix est passée instantanément de tyran à sauveur. C'était glaçant. Ne signe rien avec la banque. Ne parle à aucun avocat. Apporte-moi ses papiers. Je peux abriter ça sous le holding familial. On peut le classer comme un actif préexistant. C'est compliqué, mais je peux faire disparaître la responsabilité fiscale. Je fais ça pour toi, ma chérie. Pour te protéger. Me protéger? Il voulait avaler l'héritage tout rond pour boucher les trous de son navire en perdition. Est-ce qu'on peut? Est-ce qu'on peut le faire ce soir, ai-je demandé. Non, a-t-il dit trop vite. Il avait besoin de temps pour préparer les faux papiers de transfert. J'ai le gala de l'homme de l'année samedi à Paris. C'est parfait. Apporte les documents là-bas. On signera tout dans la suite VIP avant les discours. J'annoncerai l'expansion du fonds familial. Ça aura l'air légitime. Il voulait le public. Il voulait la gloire d'annoncer une rentrée de 12 millions comme étant son propre génie des affaires. D'accord, ai-je dit. Merci, papa. Merci d'arranger ça. C'est à ça que servent les pères, a-t-il dit. J'ai raccroché. J'ai regardé Lucas. La peur a disparu de mon visage instantanément. Il a mordu à l'hameçon, ai-je dit. Lucas a hoché la tête. Il imprimait déjà les documents que nous allions réellement présenter. Il ressemblait exactement au formulaire de transfert standard auquel Charles-Henri s'attendrait. Même police, mêmes en-tête, mais les petits caractères n'étaient pas un transfert de fonds. C'était une attestation de responsabilité exclusive. Charles-Henri pensait ferrer une fille ignorante. Il ne réalisait pas qu'il venait d'inviter le bourreau à sa propre fête. Le gala de charité se tenait dans la grande salle de bal de l'hôtel Ritz, place Vendôme. Des lustres en cristal déversaient leur lumière sur les épaules de l'élite parisienne. C'était une salle pleine de vieilles fortunes, de pouvoir politique et, dans le cas de mon père, d'une ambition désespérée. Je suis arrivé à 19h55. Je ne portais pas les vêtements beiges et raisonnables que Charles-Henri préférait pour moi. Je portais une robe rouge structurée qui coûtait plus cher que ma voiture. J'ai traversé la foule, pas autour d'elle. J'ai vu Arthur près du bar, riant trop fort, déjà à son 3e verre. Il ne m'a pas vu. Il était trop occupé à jouer le rôle du dauphin d'un royaume inexistant. Charles-Henri était à l'avant de la salle, flanqué de 2 sénateurs. Il rayonnait. C'était l'éclat d'un homme qui pensait venir de réussir le casse du siècle. Quand il m'a vu approcher, son sourire n'a pas vacillé, mais ses yeux se sont plissés. Il s'est excusé et m'a rejointe près des marches de la scène. « Tu es en retard » a-t-il sifflé entre ses dents, gardant son sourire placardé pour les photographes. « Tu l'as. »« Je l'ai » ai-je dit. J'ai tendu le dossier de présentation en cuir bleu. Il l'a arraché de ma main. Son avidité était une force physique, vibrant de lui comme de la chaleur. « Tout est là » a-t-il demandé. « Les autorisations de transfert, la procuration ? Tout est là, papa. Juste comme tu as demandé. Ça place les 12 millions entiers sous le contrôle du trust familial. Tu as juste besoin de signer en tant qu'administrateur unique pour accepter les actifs. » Il a ouvert le dossier. Il n'a pas lu les clauses. Il n'a pas vérifié les définitions. Il a juste vu la ligne de signature.
Un homme intelligent aurait demandé pourquoi le document était intitulé « Attestation de gestion historique et de responsabilité exclusive ». Un homme intelligent se serait demandé pourquoi les dates indiquées remontaient à 20 ans en arrière, le liant rétroactivement à chaque société écran listée en annexe. Mais Charles-Henri n'était pas intelligent. Il était arrogant. Il croyait si pleinement en sa propre domination qu'il ne pouvait pas concevoir un monde où j'étais la menace. Il a sorti un stylo Montblanc de sa poche. « Tu as fait la bonne chose, Camille », a-t-il dit, griffonnant sa signature avec emphase. Finalement, il m'a rendu le dossier, dédaigneux, tournant déjà son attention vers le podium. « Va trouver un siège au fond », a-t-il ordonné. « J'ai une annonce à faire. » Il a bondi sur les marches vers la scène. La salle s'est tue. Le projecteur l'a frappé. Je ne me suis pas retiré au fond. Je me suis décalé sur le côté, j'ai photographié la page de signature et j'ai appuyé sur envoyer. 3 kilomètres plus loin, Lucas l'a reçu, l'a jointe à la plainte pour lanceur d'alerte que nous avions finalisée quelques jours plus tôt, et l'a téléchargée sur le portail sécurisé du parquet national financier. Quelques instants plus tard, Charles-Henri a pris le micro. « Mesdames et messieurs », a-t-il annoncé fièrement. Ce soir, nous lançons une expansion historique de la Fondation Famille de la Tour. Un investissement de 12 millions d'euros dans l'avenir de cette ville. Il avouait en temps réel. Devant 500 témoins. Il revendiquait la propriété de fonds que je venais de lier à 2 décennies de fraude fiscale. Il pensait dévoiler son héritage. Il lisait ses propres droits Miranda. Mon téléphone a vibré. Confirmation de réception de la brigade financière, code 99 alpha. C'est fait. Charles-Henri souriait encore quand l'écran LED de 20 mètres derrière lui a clignoté. Le logo de la fondation a disparu, remplacé par le sceau du ministère de la Justice estampillé en lettres rouges, saisie d'actifs fédéral en cours. Dossier 8842. Les applaudissements se sont effondrés dans le silence. Charles-Henri s'est retourné, confus plutôt qu'effrayé. Son esprit rejetait une réalité qui ne correspondait pas à son scénario. C'était sa faille fatale. Pas l'ignorance, mais le sentiment que tout lui était dû. Il n'a jamais cru que quelqu'un qu'il méprisait comme insignifiant pouvait construire un piège assez grand pour le retenir. Les portes de la salle de bal se sont ouvertes violemment. 6 agents de la police judiciaire ont dévalé l'allée. Charles-Henri de la Tour a ordonné l'agent principal. « Éloignez-vous du podium. » Charles-Henri a agrippé le micro. « Savez-vous qui je suis ? » « Nous le savons, » a répondu l'agent. « Vous êtes l'administrateur unique qui a signé une attestation acceptant la responsabilité de 20 ans de comptes offshore non déclarés. » Charles-Henri a pivoté vers moi. « Elle m'a piégé. Ma fille. » Gardez ça pour le juge d'instruction. Les menottes ont claqué. Les caméras ont crépité alors qu'il était emmené. Dépouillé de sa grandeur, réduit à un homme dans un smoking de location. Je pensais que c'était fini. Ce n'était pas le cas. La porte de la suite VIP a claqué. Le verrou a cliqué. Arthur était là, en sueur, le visage violet, frénétique. « Tu as tout gâché », a-t-il sifflé. « C'était déjà gâché », ai-je dit. « L'argent n'a jamais existé pour vous. » Il a saisi un couteau à steak dentelé. Ce n'était plus de la stratégie. C'était l'instinct brut, le moment où l'illusion de la famille s'effondre et où le désespoir montre ses dents. Lucas s'est interposé devant moi. « Ouvre la porte, Arthur. » Arthur s'est jeté en avant. Lucas a attrapé son poignet, l'a tordu, et le bras a craqué. Le couteau a glissé sur le marbre. Quand les agents ont forcé la porte, mon frère sanglotait, non pas de douleur, mais d'impuissance face à son insignifiance. C'était il y a 3 semaines. Ce matin, Deauville sent le sel et le café frais. Je suis assise sous le porche de mon pavillon. Le mien. J'ai réparé le toit, dégagé le lierre, j'en ai fait un foyer. Charles-Henri s'est vu refuser la liberté sous caution. Ses avoirs sont gelés. Son empire liquidé. Arthur a accepté de plaider coupable. Aucun héritage ne l'attend, seulement le travail. Je brûle l'attestation sur le porche. Je n'en ai plus besoin. Le fisc et la justice ont déjà tout ce qui compte. Cette page n'était que la peur que je portais autrefois. Lucas s'assoit à côté de moi.
Le transfert du fonds est complet. C'est tout à toi. Qu'est-ce que tu veux en faire? Je regarde l'océan. 12 millions d'euros. Rien, dis-je. Laissons-le grandir. Je suis toujours infirmière. Toujours Camille. L'argent n'est pas le pouvoir. C'est une protection. La famille, ce n'est pas le sang. C'est ceux qui se tiennent avec vous quand le coffre s'ouvre.